Eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Nous allons donc démarrer ce nouvel épisode Sevenol. Mais avant, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré et que le replay sera mis à disposition sur le site des épisodes Sevenol dans les jours qui viennent. Je vous invite également à renommer vos fenêtres par vos noms et prénoms, avec un petit clic droit sur votre fenêtre, à signer la feuille d'émargement qui va circuler sur le chat, à éteindre vos micros et vos caméras pour ceux et celles qui ne souhaiteraient pas apparaître dans l'enregistrement. Alors, je vais co-animer cet épisode avec Oran Bischoff, qui vous présentera dans quelques instants notre intervenant. Mais nous sommes aussi accompagnés par plusieurs collègues derrière les écrans. Et je vais en citer quelques-uns. Annie Labrani, Alice Garnier, Corinne Lamarche. Et à mon tour, je me présente. Donc, je suis Véronique Le Baron. Je suis, paraît-il, la nouvelle coordinatrice des épisodes Sévenol. Donc, je prends cela à la suite d'Oran. Mais comme vous pouvez le constater, elle n'est jamais très loin. Je vous rappelle rapidement aussi que les épisodes Sevenol sont des webinaires destinés à la communauté éducative et pédagogique de l'enseignement agricole, mais qu'ils restent ouverts à toute personne intéressée par les sujets qui sont proposés. Nous animons ce dispositif depuis le campus de Florac en Lozère, au sein de l'Institut Agro. Notre campus a une fonction d'appui à l'enseignement agricole sur les thématiques de la biodiversité, de l'agriculture, des ressources numériques collaboratives ou encore des questions éducatives et pédagogiques. Pour rappel également, le principe de ces webinaires est de faire appel à des chercheurs ou des praticiens qui viennent partager leurs expérimentations, leurs recherches sur un sujet qui nous préoccupe en lien avec les enjeux de l'enseignement agricole ou de notre actualité. Donc, nous vous remercions vivement d'être présents aujourd'hui pour ce dernier épisode du printemps qui a pour titre La face cachée de l'apprentissage, comment la didactique professionnelle nous éclaire sur le métier d'élève. Donc cet épisode va être animé, comme je vous l'ai dit, par Oran Bischoff et notre intervenant du jour, Loïc Braïda, avec lequel nous aurons la chance aujourd'hui de pouvoir nous glisser dans les coulisses du travail d'élève. Mais je vais laisser le soin à Oran de vous le présenter plus amplement et de présenter aussi le déroulé de cet épisode dans lequel vous aurez évidemment, vous aussi, la possibilité d'échanger entre vous et avec l'intervenant. Voilà, Oran, c'est à toi. Merci, Véro. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir comme intervenant quelqu'un qui a contribué à créer le dispositif des épisodes Sévenol et qui a été notre collègue pendant 15 ans au sein de l'Institut Agro. Monsieur Braïda, Loïc Braïda, qui est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation sur les questions d'ergonomie. Il a effectué un post-doctorat à l'université de Namur, à la faculté des sciences de l'éducation et de la formation. Et il va nous présenter les travaux, les résultats de ces travaux de recherche qui ont été menés au sein de cette faculté et en partenariat avec des étudiants de l'université de Namur et entre autres. Il a été donc, comme je vous l'ai dit, 15 ans au sein de l'enseignement agricole en tant que collègue et il avait été auparavant prof de SVT, comme on dit, au sein de l'éducation nationale pendant plusieurs années. Il va aujourd'hui nous parler du métier d'apprenant, du métier d'étudieur. Et les travaux qui sont présentés aujourd'hui sont aussi en lien avec un ouvrage qui va sortir à l'automne et un article qui est déjà paru et qui s'appelle Pour que s'apprivoisent les subjectivités. Voilà, les références sont déjà sur le site. Et donc, on va avoir 4 temps qui vont rythmer cet épisode avec une alternance d'apports de la part de Loïc, mais aussi des visionnages voilà, qu'il va nous présenter de ces entretiens. Et on va vous proposer des temps
aussi pour échanger et rebondir sur ce qui va vous être présenté. On vous redonnera les consignes au fur et à mesure de l'épisode. Merci Loïc, à toi la parole. Oui, super, merci beaucoup. Waouh, quelle présentation! Ça me fait plein d'émotions, effectivement, de voir épisode 7 et d'être moi-même l'intervenant ce coup-ci. Euh, alors, oui, ce travail, ce travail d'exploration de l'activité, du travail des apprenants, je l'avais débuté il y a quelques années, quand j'étais encore dans l'enseignement agricole, notamment avec les élèves de Rieswald. Euh, Parce que, en fait, j'ai accompagné avec l'équipe là, pas mal de le développement, la professionnalisation des enseignants et dans le cadre de la cellule Accède. Et souvent, on se rendait compte que le point de vue des élèves, le point de vue des étudiants était assez peu pris en compte. Donc ça m'avait titillé et donné l'envie d'aller explorer ça. Donc, je vais partager mon écran avec la présentation. Donc, présentation qui est prévue pour durer une petite vingtaine de minutes et pour qu'on puisse ensuite aller explorer ensemble les, euh, les, euh, en fait, la matière que j'ai pu recueillir auprès de tous les complices qu'ont été les étudiants de l'université de Namur, différentes facultés, et puis d'autres étudiants également ouais, dans le monde entier, il y a même des Québécois. Et bizarrement, je partage mon écran, mais je n'arrive pas à faire démarrer le diaporama. Alors que ça fonctionnait très bien tout à l'heure. Pas grave, je repartage. Peut-être lance-le avant de le partager. Ouais. Sinon, je suis prête s'il faut. Euh, Voilà. Non, je l'ai sous les yeux. ouais, c'est bon. Voilà, donc, bon, allez, on rend un petit peu à César ce qui est à César. Moi, j'étais animateur d'un projet qui s'appelle 2ADP, donc pour DP pour enfin 2A, apprenant et apprendre de l'apprenant et DP pour didactique professionnelle, et ça a été financé par l'Union européenne. Voilà. C'est parti d'un constat, c'est que à l'université, en première année, il y a il y a 70 entre 50 et 70% d'échecs en première année. 70 à 50% d'échecs en première année, et c'est un problème qui est historique parce que ça fait une trentaine d'années que ça dure, malgré tous les dispositifs qui ont été mis en œuvre. Euh, et ça, on peut imaginer, en tout cas, que sur n'importe quelle chaîne industrielle, chaîne de production industrielle, s'il y avait autant de, or, je vais oser le mot déchets, euh, on mettrait en œuvre une série d'audits, en tout cas, on arrêterait la chaîne et on mettrait en œuvre une série d'audits très, très rapidement. Or là, pourquoi on continue à faire cette omelette géante? C'est une question sociale qui mérite d'être posée. Donc ça, c'était un point de départ. Deuxième point de départ de cette démarche, c'était de se rendre compte qu'il y a des modèles explicatifs. Bon, le monde de la recherche et le monde de l'enseignement n'a pas rien fait pendant ces années. Et on a cherché à expliquer, à essayer de comprendre quels étaient les facteurs qui jouaient avec l'organisation pédagogique, les caractéristiques des étudiants, les dimensions sociales, etc. Et malgré
toutes ces études, au fil des années, seuls, alors là, c'est même pas une fourchette, c'est une fourche, seuls 25 à 50% des différences de performance universitaire entre étudiants trouvent une explication. Donc ça, c'est un deuxième argument qui m'a amené à me dire, mais et si on prenait le problème autrement? Ça, c'est spécial dédicace pour l'enseignement agricole. C'est un petit quiz, la question pour un champion. Je ne vous le ferai pas avec la voix de Julien Lepers, mais alors qui suis-je? Si je vous dis que je suis un acteur majeur de la relation éducative, je suis en CDD d'un an renouvelable depuis 12 ans. Je travaille jusqu'à 43 heures par semaine, que la catégorie de travailleurs à laquelle j'appartiens représente plus de 80% des professionnels qui œuvrent dans les établissements de formation. Qu'en moyenne, 85% d'entre nous bénéficient d'un logement de fonction sur notre lieu de travail, que je ne perçois aucune rémunération en échange de mon travail, que je ne décide jamais de mes horaires, des tâches que je dois réaliser, de la façon dont sera valorisé mon travail, et qu'on se préoccupe davantage de ce que je produis que du comment je produis. Si je vous dis ça, je suis. En fait, en tout petit, en dessous, il y a la réponse. Et ben, la réponse, c'est que c'est un élève de seconde de l'enseignement agricole. Euh, tous ces chiffres sont vérifiés. Effectivement, on passe énormément, enfin les étudiants, les élèves passent énormément de temps dans l'établissement, et pourtant, on leur demande rarement leur avis sur quoi que ce soit. Euh, Après, ben, voilà, ici, ben, vous le regarderez peut-être après, parce que je vais essayer de passer vite là-dessus, mais en fait, ce sont plein de chercheurs qui se sont penchés sur la pertinence de demander leur avis aux élèves. Donc, c'est en fait dans la question des justifications sociales de la recherche, c'est un petit peu le troisième argument. Alors, comment j'ai décidé de prendre la problématique différemment? C'est que je me suis dit, dans n'importe quelle analyse d'une situation de travail, d'un milieu professionnel, on fait un espèce d'audit ergonomique, c'est-à-dire qu'on va voir comment les gens travaillent, et puis on ne se contente pas de les regarder faire et puis de projeter de la subjectivité, mais on les regarde faire et puis on les filme, ou on récupère des traces de leur activité, et ensuite, eh ben, on leur demande de réagir là-dessus. Donc, ce qui est en haut, là, les quatre premières vignettes, c'est ce qu'on appelle des traces de l'activité, c'est-à-dire, là, ce sont des traces audiovisuelles. J'ai filmé concrètement des étudiants en train de travailler, en train de bosser. Et en partant du principe que, au même titre qu'un couvreur, qu'un docteur, que n'importe quel autre professionnel, eh ben, j'allais appeler ça des étudieurs, j'allais les élever au rang d'étudieurs, et puis qu'on allait pouvoir se pencher sur leur activité professionnelle, qui consiste non pas à se préparer à un futur métier enfin, dont les études, auxquelles les études les préparent, mais qui sont pile poil dans leur activité d'appreneurs, d'étudieurs. Donc, je recueille des traces de l'activité, et puis ben, ensuite, je leur passe le film de leur activité, et puis je leur demande de réagir assez spontanément, ou alors de temps en temps, eh ben, je fais un arrêt sur image moi-même, je leur dis, mais tout simplement, d'une façon très très ouverte, qu'est-ce qui se passe là pour toi? C'est une question qui est assez générique. Et eh ben, on va avoir l'occasion de se rendre compte à travers, ben, je vais arrêter le partage ici et partager avec vous quelques exemples. Euh, on va avoir l'occasion de se rendre compte que c'est peut-être pas aussi simpliste que ça. Alors, mon fichier vidéo, le premier que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. Alors, là, typiquement, on a un étudiant qui est... C'est bon, on voit bien l'écran? Oui, je vois Véro qui hoche la tête. Typiquement, là, on est dans une salle, on est au cours d'un entretien qu'on appelle d'explicitation ou d'autoconfrontation, c'est-à-dire que Diego, c'est un pseudonyme, est en train de se regarder
en train de travailler dans un amphithéâtre. Et, et ben le petit son qu'on entend, c'est la voix de l'enseignante dans un auditoire où il y a peut-être 120 étudiants. Le centre de masse, le vecteur de position du centre de masse, c'est M. C'est la somme fluide MI avec les MI qui sont les vecteurs de position. Je me suis posé la question de ce que tu étais en train de faire là. Voilà. Bon, typiquement, c'est ce genre de questions parce que, en fait, il faut se rendre compte que, enfin, vous l'avez sans doute constaté, hein, on regarde l'écran de l'ordinateur là sur la table, et on se dit, en fait, il se passe rien. Enfin, on s'ennuie. Enfin, ça sert à quoi de les filmer en train de bosser, quoi. Et donc, j'ai souvent posé cette question, là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui se passe là pour toi? En croisant les doigts et en priant pour que tous les moyens que j'étais en train de mobiliser, financiers et tout, servent à quelque chose, parce que s'il m'avait dit, bah, je sais pas, j'en sais rien, ça aurait été un peu compliqué. Euh, bon, je suis en train un petit peu là de faire monter le côté. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est la question que j'avais envie de poser. Et bah, je peux vous inviter. Alors, je ne sais plus ce qu'on a dit. Si, oui, si, on peut prendre peut-être le temps de prendre une ou deux hypothèses. Donc, vous ouvrez vos micros et puis vous dites, bah là, il est en train de. Et n'hésitez pas à prendre la parole. Prendre des notes, Oui, il est en train de prendre des notes. Ouais. hein. Et qu'on ne voit pas bien son visage. En fait, Bah, bon, oui. oui. Bah, je pense qu'il est en train de se demander à quoi ça l'exercice là en fait. Qu'est-ce que je fais là en fait quoi? Pourquoi vous me demandez ce travail? Ah, oui, pardon. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pas le Diego qui est en face de moi là dans cette salle, c'est le Diego qui est dans l'amphithéâtre. C'est celui-là. Euh, c'est celui-ci dont je cherche à questionner l'activité. Bon, peu importe. En tout cas, je lui pose cette question. C'est vrai que sur le moment, il a un petit instant de réflexion, et puis bah, je, je vais lui laisser la parole, parce qu'en définitive, il est quand même assez bien placé pour nous dire ce qu'il est en train de faire. Je prévoyais ce qu'elle allait mettre. J'essaie souvent, ce que je fais parfois, c'est avant que, à la place de regarder juste le tableau et d'écrire, souvent je fais juste à l'oral, où j'entends, et du coup je rescripte, mais après du coup je vérifie ce que je mets par rapport à ce qu'elle montre. Souvent ça m'arrive juste de me dire, est-ce que je les connais bien, ces théories-là, ces principes? Est-ce que je peux recalquer la formule devant moi? Mais du coup bah, c'est juste une mini preuve pour moi-même de me dire, est-ce que je saurais le faire? Oui. Bon, ça c'est peut-être une première dissonance entre, d'une part, une activité physique qui semble être assez réduite et qui semble traduire, enfin en tout cas, moi, en regardant l'ordinateur, en regardant Diego dans l'amphithéâtre, je n'imagine pas que derrière, dans son esprit, il y a une activité avec un aussi haut niveau de développement cognitif. Il est en train d'imaginer, d'essayer d'anticiper ce que l'enseignante va écrire, ce qui lui permet, lui, de savoir s'il est vraiment au clair avec la logique du cours. Oui, je vous avoue qu'il m'a un petit peu bluffé là-dessus. Donc ça, bon, c'est un premier exemple. J'étais plutôt content de rencontrer ce type d'exemple, parce que je me disais, bah, finalement, c'est plutôt intéressant de se rendre compte qu'il y a pas mal de choses derrière. On va retourner voir Diego au boulot, ce coup-ci non plus en amphi, mais dans un cours, dans un TD de maths. 1 sur n0 est bien différent de l'origine. Et
1 sur n0 converge vers 0,0. Donc parfait, c'est une bonne suite candidate. Et alors maintenant, f de xn, yn, enfin f de, dans ce cas-ci, 1 sur n0, qu'est-ce que ça donne? Bon, pareil, je m'étais dit que je vous laissais une trentaine de secondes dérouler. Vous voyez que, en fait, à chaque fois, c'était des périodes de 1 heure, 2 heures. Donc après, ben, il y avait un petit peu de tri à faire. Euh, donc là, pareil, si on se pose la question, mais Diego, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Euh, Moi, spontanément, j'ai des idées. Est-ce que vous, spontanément, vous avez d'autres idées? Quelles sont vos idées spontanées par rapport à son activité là? Il prend en note ce qu'il entend. Oui, oui, effectivement, on le voit en train d'écrire sur sa tablette. Il s'ennuie. Oui, 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 Julia. En fait, c'est étonnant, mais c'est quasi mais je pense que c'est Philippe Pernoud, un grand sociologue de l'éducation, qui montrait à quel point les stratégies qui sont mises en œuvre pour tromper l'ennui par les étudiants sont aussi d'un très haut niveau de développement cognitif. Alors, ce n'est pas forcément il prend des notes. Est-ce que vous pouvez l'expliciter un petit peu à l'oral, ça? Bon, c'est pas trop grave. Peut-être Euh, il dessine. ah oui, Peut-être il peut-être qu'il dessine. dessine. Bah, Oui, oui. je pensais à ça aussi, moi. Mm. Ou Je alors il rejoins- fait autre chose. voilà, il fait autre chose. Il rejoint ce qu'a dit la personne avant, il s'ennuie, donc bah, il fait autre chose. Ouais, ouais. Bon, mais voilà, tout un ensemble d'hypothèses. En tout cas, moi, quand je le vois faire là comme ça, quand je suis enseignant, je vois une espèce de quand j'en ai 30 en face de moi, je vais repérer des signes assez rapidement, un petit peu les points saillants. Si je regarde Diego, je me dis, tout va bien, quoi. Tout va bien. Il a, comment dire, une activité a priori normale, et je mets des gros guillemets autour de normal d'un étudiant classique, quoi. Et ben on va lui donner la parole pour qu'il nous raconte ce qu'il est en train de fabriquer. On va dire que c'était mon objectif de trouver une méthode où j'étais présent, j'étais concentré et je pouvais réfléchir après. Parce que souvent, la plupart notent, donc pensent pour après, mais pas à l'instant, du coup ils comprennent plus tard. Ou alors justement, ils comprennent tout, mais du coup, on peut très bien comprendre instantanément, mais pas le décalquer plus tard, ou même ne plus comprendre le même exercice en le relisant. Mais justement, essayer de regrouper toutes ces choses-là. C'est ça le petit, soit le défi, soit la méthode. Je me suis dit, mais les deux sont bien, ont leur bien au direct, et inversement proportionnel à l'autre. Et du coup, combiner les deux, ce serait vraiment le savoir direct. Et mais c'est pour ça que l'équilibre entre tout, pour justement avoir ces deux matières, on va dire, instantanées et continues pour plus tard. On va dire qu'il ne faut pas être déconcentré, il faut rester au taquet tout le temps. Bon, je l'arrête là. Euh, J'utilise cet exemple pour illustrer le fait que bah, quand on regarde un étudiant travailler, quand on regarde un élève bosser, on a plutôt tendance à regarder le geste qu'il fait. Et il y a peut-être sous-estimer les gestes de pensée qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes les stratégies qu'ils mettent en œuvre, qu'ils construisent et qu'ils construisent en situation. Euh, Là, on va dire, c'est pas exactement ce qu'il est en train de faire là en se voyant au cours de ce TD, mais par contre, ça lui évoque, quand il s'est vu faire, ça lui a évoqué, ça lui a permis d'aller convoquer l'idée selon laquelle il se construit une stratégie pour pouvoir être à la fois dans la compréhension
et dans la prise de notes. Et moi, j'adore la nuance qu'il fait entre, au départ, là, entre prendre des notes ou comprendre. C'est-à-dire que, et la difficulté qu'il y a à mener de front les deux activités. Ah ben oui. Je vais montrer peut-être un dernier exemple. Voilà, un dernier exemple où là, ben, on a en haut à gauche l'environnement didactique, en haut à droite une étudiante, en bas à gauche un autre étudiant et en bas à droite un troisième étudiant. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y avait 3 caméras dans la salle de TP. On avait commencé la semaine passée le chapitre sur la notion de correspondance. C'est le chapitre qu'on va terminer aujourd'hui au niveau des exercices. Il n'y a pas d'exercice sur le dernier chapitre du cours théorique. Je ne sais même pas ce que c'est, en fait, je n'ai pas lu. C'est l'infini, tout ça. Infini. Le chapitre 7, voilà. On s'arrête à 6 chapitres dans les exercices. À chaque fois, c'est plus c'est y2, qui sont en relation avec x1, y1. Et donc, ici, être en relation avec x1, y1. Bon. Je vais l'arrêter là. En fait, il faut le voir en accéléré pour que ce soit vraiment, et là, j'arrive pas à le faire en accéléré, pour que ce soit vraiment patent, vraiment probant. C'est-à-dire que la jeune femme qui est assise au premier rang avec son chapeau de sorcière, on n'était pas loin de la période d'Halloween, pour moi, prof, lorsque je la regarde comme ça, je me dis, bah, voilà une élève studieuse, voilà une étudiante qui prend des notes et qui bosse bien. Le jeune homme au fond, et, avec le t-shirt noir, lui aussi, il a l'air d'avoir une activité classique, logique d'étudiant. Celui qui me poserait le plus problème en tant qu'enseignant, c'est celui qui a le t-shirt blanc et qui a passé l'heure et demie de TP à invectiver ses camarades à côté, à être très très agité. Et ça est presque gênant, quoi. Et donc, après, au cours des entretiens d'explicitation avec eux, je me suis rendu compte que les 2 premiers qui ont l'air d'être cool et tranquilles et studieux, etc., avaient une activité de développement cognitif beaucoup moins élevée, beaucoup moins élevée, c'est compliqué à dire, mais avec un potentiel très différent par rapport à Jérémy, celui qui est en blanc, c'est toujours un pseudonyme, qui lui se lance des défis avec ses 2 camarades à t-shirt vert pour essayer d'anticiper ce que l'enseignante va dire, la manière dont elle va mener les démonstrations en mathématiques. Et en fait, ça tourne à fond la caisse à 100 à l'heure dans leur esprit. Et ils ne sont pas en train de prendre des notes de ce que l'enseignant dit, mais ils sont en train de construire eux-mêmes une stratégie mathématique. C'est assez épatant. Je vais reprendre le partage de mes écrans ici. Voilà, en gros, à quoi ça sert ce travail? Recueillir les traces de l'activité et avoir des entretiens, mais c'est le moyen de venir questionner la différence, l'écart qu'il y a entre la tâche prescrite, ce qu'il y a en général dans les référentiels, ce que l'on attend, ce qu'on projette comme attente sur les gens, et puis l'activité réelle. Et c'est ce qui permet de percevoir le sens de l'activité, ce qui permet d'avoir la structure cognitive de la tâche. En tout cas, à l'heure actuelle,
on n'imagine plus la construction d'un référentiel de formation sans être allé questionner l'activité réelle au-delà de la tâche prescrite. Et donc, je me suis dit, bah, si on fait ça pour tous les métiers qui existent, si l'ergonomie se penche là-dessus dans une perspective de didactique professionnelle, pourquoi ne pas le faire avec les étudiants, les étudieurs. Voilà, d'où la phrase: dans la conception d'une formation, il apparaît primordial de tenir compte des représentations des prescripteurs et des opérateurs. Alors, ça amène à quoi ce travail? Ça amène à identifier, alors non pas ben, les petits gestes, petits, c'est-à-dire prendre des notes, enfin, ces petits gestes qui sont quand même indispensables. Hein, on a besoin de prendre des notes, on a besoin de prendre des notes efficaces, etc. Quand je dis petit, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est plutôt, comment dire, la taille de la lorgnette à travers laquelle on va voir l'activité. Donc, les petits gestes: je prends des notes, j'écoute, je sors le bon cahier au bon moment, etc. Ils font partie d'un tout qui est beaucoup plus complexe. Donc, en haut vient de s'afficher, je ne sais pas si on le voit, parce que moi j'ai. Est-ce qu'on voit ce qui s'est affiché en haut? Ou est-ce qu'il y a la barre de. Oui, c'est marqué 26 étudieuses et étudieurs. Ouais, Novices. d'accord, novice. Donc, ça, c'est l'échantillon avec lequel j'ai travaillé ces 3 dernières années. 26 novices, c'est-à-dire que c'était des primo-entrants à l'université, 14 experts, c'est des masters. Donc, c'est ceux qui ont réussi à passer le cap de la première année et qui, visiblement, ont réussi. Donc, voilà, une quarantaine d'étudiants qui ont été mes complices au cours de ces études. Une première pierre angulaire qui. Alors, cette pierre angulaire, ou ces préoccupations, c'est, on va dire, si on devait attraper l'activité par un bout et qu'on tirait, ça ferait venir tout un tas d'actions qui sont menées. Donc, un des premiers, mais, enfin, ils sont pas mal, c'est repérer les traces qui permettent de résoudre l'énigme de sa propre efficacité. Ça, c'est une préoccupation très très forte des étudiants. Euh, repérer, euh, repérer ces indices, c'est apprendre à s'observer en train d'apprendre, c'est de la métacognition, c'est-à-dire repérer ce qui favorise ou qui freine sa performance, en termes de méthodo, de rythme, d'environnement. C'est développer une méthode d'ajustement progressif et pas une méthode figée. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de notes comme ça et pas autrement, mais en auditoire avec tel prof, c'est d'une certaine manière. Dans une salle de TP, ça sera d'une autre manière. Développer une méthode d'ajustement progressif. Donc, ouais, voilà. Et d'être en capacité de faire une enquête sur soi. C'est-à-dire que c'est vraiment une ressource réflexive, ça, c'est cette capacité à se questionner sur sa manière de faire. Et puis, se rendre compte que l'efficacité, c'est vraiment un savoir situé qui est construit et qui, surtout, est évolutif. La deuxième pierre angulaire, c'est celle qui consiste à se ménager les conditions d'un équilibre psychosocio-affectif, psychosocio-cognitif confortable. Là, c'est l'apprentissage qui demande un équilibre qui est global et qui prend en compte à la fois le mental, le cognitif, l'émotionnel, le social. L'émotionnel, bien évidemment, hein, j'ai envie de dire, pas super pris en compte par tous les modèles explicatifs. L'importance d'apprendre à reconnaître ses besoins, c'est-à-dire à la fois les identifier, mais à la fois leur donner la valeur que ça mérite. Ajuster son environnement d'apprentissage à son fonctionnement personnel. Prendre soin de soi. Et bon, et être capable aussi de percevoir le fait que cet équilibre n'est pas stable et qu'il est continuellement à cultiver. Ensuite, troisième pierre angulaire, celle qui consiste à construire des modèles d'intelligibilité. Alors,
il ne suffit pas de connaître, mais il est utile aussi d'apprendre en contexte. Ça, c'est un élément vraiment associé. Articuler, bien sûr, théorie, expérience et usage. Mais ça, dans l'enseignement agricole, on en est convaincu. Que le sens émerge de la capacité à relier les éléments et à simplifier, mais sans déformer. C'est un petit peu ce que Diego nous disait, hein, c'est-à-dire être capable de prendre des notes qui me parlent après, mais sans mettre l'exhaustivité de ce que dit le prof, parce que sinon, je n'ai pas le temps. Et puis, bah, il s'agit aussi d'une activité qui est personnelle, dynamique et jamais définitivement acquise. Et puis, peut-être la dernière pierre angulaire que ce travail a mis en évidence, c'est le fait de cultiver des formes d'ubiquité cognitive, ubiquité dans le sens où on peut être à plusieurs endroits à la fois. Et c'est vraiment, je la présente en dernier, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé chez ces étudiants, c'est-à-dire cette capacité à passer d'un niveau à l'autre, cette souplesse pour naviguer entre différents repères, alterner la théorie et la pratique, le recul et l'engagement, l'individuel et le collectif, euh, se déplacer mentalement mais sans se disperser. Ça, c'était aussi assez net. Et bon, cette ubiquité cognitive qui est quand même une compétence de complexité qui permet d'habiter plusieurs logiques à la fois, c'est pas quelque chose qui se déclare, mais c'est quelque chose qui clairement s'entraîne. Et à l'arrivée en première année à l'université, il y a un tel changement de rythme, un tel changement d'attente que ça pourrait expliquer le taux d'échec, le taux de non-réussite qu'il y a. Et en tout cas, cette idée de cultiver les formes d'ubiquité cognitive est assez peu prise en compte par tous les guides que l'on peut trouver. J'en ai un sous la main, là, de réussir en première année, devenir un super étudiant, etc. Il y en a pléthore, mais qui ont plus tendance à aller pointer ce qu'il faudrait faire plutôt que d'aller questionner ce qui se fait vraiment. Et en fait, qu'est-ce que ceux qui réussissent ont mis en place comme stratégie. Tout ça concourt à produire pour se construire et construire en se produisant. Et en fait, voilà un petit peu le modèle, l'idée de ces gestes professionnels, en se disant que bah, chacun des gestes, enfin, tous ces gestes professionnels sont systémiques, ils coagissent, ils rétroagissent les uns avec les autres. Ils sont hiérarchiques, c'est-à-dire que selon les enjeux de la situation ben, ils n'interviennent pas de la même manière, qui sont dynamiques, c'est-à-dire que leur mise, leur mise en synergie, l'organisation interne évolue au cours de l'action, de l'histoire, et même au cours d'une séance, ça va bouger. Et puis ils sont modulaires parce qu'ils se coordonnent, ils s'enchassent, c'est vraiment un édifice assez complexe. Alors, si je prends l'une de ces pierres angulaires, l'une de ces préoccupations, donc repérer les indices qui permettent de résoudre l'énigme de sa propre efficacité, euh, on peut construire, on va appeler ça un simplex de dilemmes, c'est-à-dire un dilemme, j'ai noté la définition là, c'est l'expression d'une, alors d'après Lucria et puis d'après les hellénistes grecs, c'est l'expression d'une situation tragique, inéluctable. En fait, en gros, c'est l'idée selon laquelle bah, les deux solutions, les deux possibilités sont bonnes, sont pas mauvaises, mais elles ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est-à-dire, là par exemple, dans ce que nous racontait Diego, c'est je prends des notes ou je comprends ce que je fais. Eh ben, c'est pas tout à fait dans. Enfin, il va falloir placer le curseur entre repérer des situations et puis s'adapter aux situations également. Se faire confiance et se remettre en question, se comparer ou s'auto-observer, écouter ses besoins ou satisfaire les attentes. Donc en fait, pour chacun
chacune des pierres angulaires, chacun des gestes, on a imaginé un tissu de dilemme comme ça, qui, bah, qui amène peut-être à aller questionner la professionnalisation de ces étudiants. C'est-à-dire que derrière enfin, en tout cas, derrière cette idée de dilemme, c'est l'idée selon laquelle on ne va pas pouvoir trancher entre une solution ou une autre, mais que dans l'apprentissage, euh, on, on va amener la personne qui se développe à apprendre à bouger le curseur et à faire en sorte que ce ne soit pas un problème pour lui de pouvoir bouger ce curseur et d'éviter de tomber dans l'idée d'une recette où, eh ben, en fait, il faut que je me fasse confiance. Le remettre en question, ce n'est pas une bonne idée. Euh, ou alors, au contraire, je remets tout en question et je suis sans cesse en train de me demander si je suis dans la bonne direction. Alors que l'idée, c'est il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui est mauvaise, mais le développement et l'apprentissage, c'est arriver à bouger le curseur. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est d'aller découvrir ces différents dilemmes, ces différents tissus de dilemmes, euh, ces différentes pierres angulaires, euh, à travers un travail de groupe qu'on a organisé. Alors, les groupes sont organisés de façon totalement aléatoire. Et ce que je vais demander au RAN là, c'est de vous projeter de façon assez magique dans des salles. Vous allez vous retrouver avec des collègues dans les salles. Je ne sais pas exactement combien on est là, à l'heure actuelle sur ce webinaire, mais ça va être de façon aléatoire, mais à peu près équilibré. Et je vais arrêter le partage et puis je vais aller sur le... Peut-être, Loïc, avant, je te propose on a du temps, on est en avance par rapport à ce qu'on avait prévu. Et peut-être et nous sommes 29 personnes connectées, donc pas si nombreux que ça. Donc, D'accord. je me dis que ce serait intéressant d'avoir un temps d'échange avant de Oui, partir en petit groupe pour pouvoir peut-être questionner les modèles que tu nous as présentés dans la compréhension, s'il y a des questions. Voilà, je sais qu'il y avait des questions aussi. euh, sur le fait que c'était des étudiants à l'université et pas des étudiants en BTS ou des apprenants un peu plus classiques, on va dire, de l'enseignement agricole. Voilà. Et donc peut-être qu'il y a déjà des petites questions ou des petites remarques avant d'aller en groupe. mais oui, oui, c'est ce qu'on s'était dit, effectivement, qu'on prendrait ce temps un petit peu de discussion et de retour. C'est super. Merci, Yoran. Alors, je vous en prie, donc n'hésitez pas, on n'est pas trop nombreux, donc pour le coup, n'hésitez pas là à prendre la parole, on peut se prendre un petit quart d'heure puisqu'on a, voilà, on a ce temps-là devant nous pour peut-être revenir peut-être sur des choses sur lesquelles que Loïc nous a présentées. Est-ce que pour vous, déjà, ça vous parle par rapport à ce que vous voyez dans vos classes, dans vos cours? Est-ce que ça évoque des choses? Ou est-ce que ça vous semble un autre monde, justement, celui de l'université et rien à voir avec vous? Vous êtes-vous déjà demandé que fait l'élève en face de vous? Qu'est-ce qu'ils sont en train de bricoler? À vous la parole. Alors moi, j'aurais éventuellement une question, c'est revenir sur cette notion d'efficacité. Moi, j'ai l'impression que on n'a qu'une lecture de la notion d'efficacité, c'est-à-dire il faut que ça réponde à ce qu'on attend nous en tant que prof. Alors peut-être redéfinir la notion, enfin ce concept d'efficacité quand on est étudiant. Ça veut dire quoi concrètement? Ouais, ouais. Peut-être on prend quelques questions et puis après, merci en tout cas pour cette question. Voilà, n'hésitez pas.
Est-ce que... Ah, Oui, en fait, Cécile. Euh, Cécile. oui, je ne sais pas si vous m'entendez là. Oui, très bien. oui. Bonjour à tous. Alors, j'ai dû rater quelque chose parce que j'avoue que je suis un peu fatiguée. Mais quelle est votre question de recherche exactement, Marie? Ah oui. Merci. On note toutes les questions. Est-ce que vous avez encore pas d'autres questions ou réactions? Si moi j'en ai une. Comment tu as sélectionné les étudiants que tu allais filmer? Est-ce que voilà, enfin voilà, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te définissait au départ ou pas? Et moi, je voudrais partager quelque chose qui a été dit. Un étudiant qui n'écrit pas, ça me perturbe en tant qu'enseignante. Je trouve ça très intéressant parce que je pense que ça fait écho pour pas mal d'entre nous. Voilà. Ou des fois, on voit des... Moi, ça m'est arrivé d'avoir des étudiantes Ouais. qui dessinent, voilà, qui ont des gestes un peu, voilà, où je me dis, oula, ouais. Ou la danger. Ouais. Je me permets j'ai posé cette question en référence au jeune étudiant en plaque. Bonjour Loïc, Salut. Nat. qui était, tu sais, les bras croisés sur sa vignette et qui bougeait absolument pas. Alors il avait l'air effectivement d'écouter très fort, mais Mhm. il n'écrivait pas du tout et ça m'a perturbé. Voilà. Mais il ne quoi, tu disais? Il n'écrivait pas en fait. Ah oui. Oui. Ok. Cécile, Et juste pour rebondir dessus, parce que moi, ça me fait penser à des situations où, quand on est en sortie avec les apprenants, mm, et c'est source de tension entre collègues, parce que tout de suite, il y en a qui disent, faut prendre une feuille, un crayon et tu prendras des notes. Et puis moi, je vois très bien qu'il y a des jeunes qui n'ont pas besoin de prendre de notes pour bien comprendre l'essentiel à retenir de la sortie. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi de voir la réaction de l'enseignant ou la représentation de l'enseignant par rapport à la prise de notes ou pas dans un contexte de sortie. Ouais. Bon, ben je vais essayer de les prendre dans l'ordre hein, voilà, oui. sur la manière dont je comprends ce questionnement. Euh, la question de l'efficacité, oui, j'ai aussi énormément de mal hein, à me dire qu'est-ce que c'est que l'efficacité. Euh, j'ai, puisqu'on a un petit peu de temps, moi j'ai envie de, je vais repartager une petite vidéo parce que Sarah, une des étudiantes, elle, elle questionne ça vraiment d'une superbe manière, je trouve. Surtout Ça dure 1 minute. parce qu'elle fait des diaporamas. Et en gros, elle, son diaporama, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a tout dessus. Il y a vraiment tout ce qu'elle dit, c'est pas la même chose. Et même ce qu'elle fait sur le côté, la démonstration, c'est dessus. Donc je rajoute des petites phrases pour m'aider moi ou quand je relirai plus tard, mais sinon... Ok. Et des petites phrases pour toi, pour t'aider plus tard, c'est quoi par exemple? Par exemple, si d'une ligne de calcul qu'on est passé à l'autre, elle a factorisé, mais que sur le coup, j'ai pas compris, c'est un élève qui a demandé, ben, je mets une flèche, j'écris factorisé. Des fois, sur son plan, elle barre les choses qui s'annulent. Vous voyez, donc s'il y a -1, +1, ben moi je le barrais aussi, parce que des fois, elle ne le barre pas sur des petites choses pour que moi, quand je lis Spider, ce soit plus clair. D'accord. Rien de fou, mais... Oui, mais c'est une façon d'organiser ton travail qui te correspond en tout cas. Ouais. On ne sait pas on sait pas. Hein. L'examen s'est pas passé, peut-être c'est pas efficace. Surtout. J'adore Sarah qui déjà explique ce qui l'aide dans dans l'activité de l'enseignant. Donc ça c'est déjà un premier quelque chose dont il faut tenir compte, quoi. C'est-à-dire l'efficacité de l'enseignante au regard enfin, passer à la moulinette des besoins de Sarah. Donc, je pense que l'efficacité, on peut l'avoir de cette manière-là, c'est-à-dire en quoi ça répond à un besoin, et en quoi ça match, ça vient en congruence, on va dire, ça s'aligne
Ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec les collègues de l'université de la faculté à Namur. Et d'autre part, ce qu'elle nous raconte, Sarah, c'est elle met en place, donc première année, elle met en place des stratégies, elle met en place une manière assez comment dire, élaborée de prendre ses notes, etc. Mais au final, sa conclusion, c'est je ne sais pas si c'est efficace parce que les examens ne sont pas encore passés. Et ça a beaucoup questionné aussi les collègues, ça, c'est de se dire, mais en fait, dans un modèle universitaire qui effectivement n'est pas celui de la forme de l'évaluation en continu dans l'enseignement agricole, hein, ou même de l'évaluation par capacité, et heureusement. Mais à l'université, à l'heure actuelle, en tout cas en première année, eh ben, il y a une espèce de tunnel entre mi-septembre et fin janvier, et puis on leur bourre le mou, on va dire, de tout un tas de savoirs, et puis en janvier, ils ont examen, et il n'y a pas eu de moment entre les deux où ils ont pu se tester, où ils ont pu avoir un partiel, non, le partiel, c'est bam, le gros examen l'évaluation bien normative, et soit on la passe, soit on dégage. Donc, l'efficacité, elle se construit justement en situation et par ajustement progressif. Il y a un super bouquin de Jean Piaget qui s'appelle Réussir et comprendre, et qui date de 74. Réussir et comprendre, où il décortique un petit peu le, le processus le processus de construction des savoirs. Alors, je ne sais pas si je réponds véritablement à la question, mais pour moi, l'efficacité, c'est véritablement pas la réponse par rapport à une norme, mais c'est quelque chose qui se construit et qui s'ajuste. Il y avait aussi ta question de recherche. La question de recherche, oui. Ouais. La question de recherche, en fait, elle est toute simple. C'est en gros, et on a commencé ça en filmant avec mon collègue Alain Jean du LIRDEF à Montpellier, en filmant des élèves de seconde bac pro à Rivesaltes. Euh, C'était d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des élèves et des étudiants. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont enfin, comment est-ce qu'ils construisent leur rapport au savoir? Comment est-ce qu'ils, au-delà de la prescription, hein, c'est-à-dire au-delà faut bien prendre des notes, faut bien écouter, faut bien revoir ses leçons, il y a le faut bien là qui est vraiment la prescription, mais et eux, qu'est-ce qu'ils font vraiment? Euh, et en fait, l'efficacité, on la voit presque a posteriori. Je parlais tout à l'heure de l'échantillon à l'université de Namur, là, enfin l'échantillon universitaire. Il y a 14 masters. 14 masters, on peut considérer que ils ont mis en place des stratégies efficaces, puisqu'ils ont réussi à passer. Certains se sont plantés en première année, ils ont repris, et certains ont la capacité de prendre un petit peu de recul. Mais bon, voilà, pour répondre assez simplement, la question de recherche, c'est d'essayer de comprendre, de mettre en évidence quel geste professionnel, quel geste les apprenants, les étudiants développent pour faire leur travail. Après, il y a la question d'Alice sur la sélection d'étudiants. Bon, ça, c'est assez simple, hein. C'est en gros, j'ai lancé un appel et puis j'ai eu des volontaires qui se sont présentés. Donc, en effet, on peut imaginer qu'il y a un biais parce que l'étudiant qui est réellement en difficulté, l'étudiant qui est décrocheur n'est pas forcément venu me rencontrer. Je n'ai pas eu la possibilité, et d'ailleurs c'était peut-être même souhaitable, de choisir les étudiants avec lesquels j'allais travailler. Mais bon, la plupart, je les ai vus plusieurs fois. Il y a eu vraiment une construction de complicité, et je pense que ce travail a quand même été assez profond dans la compréhension
et le croisement des subjectivités. Puis la dernière question que tu posais, Oran, sur... ah, attends, c'est toi? Ouais, sur un étudiant qui n'écrit pas, je, je sais pas dire ça. Un étudiant qui n'écrit pas n'est pas forcément un étudiant qui fait rien. Ça, à chaque fois, il ne fait pas forcément quelque chose de manière physique, de manière visible. Bah, si, c'est peut-être ça, ouais, quelque part aussi. La question de recherche, c'était d'essayer de voir au-delà du geste, mais peut-être que je l'ai déjà dit, au-delà du geste, ce qui se passe dans le geste mental, hein. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit, quoi. C'est le lien entre la main et l'esprit. Un étudiant qui n'écrit pas, ça a tendance à me perturber aussi, mais beaucoup moins depuis que je les ai écoutés et que je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'ils sont un petit peu foufous qu'ils ont l'air un petit peu foufous. Il y en a, hein, qui sont casse-pieds et en plus qui foutent rien, qui ne sont pas en train de bosser, mais c'est pas systématique. Et juste, est-ce que c'est possible de revenir sur les deux dernières diapositives parce que ça allait un peu vite. Voilà, juste pour pouvoir remettre ces visuels. Et est-ce que tu es d'accord pour que je le mette tout de suite en lien avec sur le site? Parce que ça a été une demande là d'avoir le diapo sous les yeux pour arriver à bien rentrer dans le contenu. Est-ce que tu es OK pour ça? Alors je suis OK, oui. Le truc, c'est que vous n'avez pas la dernière version. D'accord. Est-ce que temporairement je peux mettre celle-ci, et enfin celle que j'ai, et puis Ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. Les deux dernières, ça serait celle-ci et puis la suivante. je pense, oui. Oui, c'est vrai que Oui. je suis allé assez vite. Donc oui, ce sont en fait des formes. Je suis allé assez vite parce que je souhaite qu'il y ait le temps en atelier un petit peu plus long. Euh, les formulations, se construire des modèles d'intelligibilité utiles et pertinents, c'est presque poétique comme formulation. C'est l'espèce de travail de chercheur, ou peut-être le biais du travail de chercheur qui essaye de mettre dans une seule phrase toute la complexité d'une action. Euh, alors, dans, dans les salles dans lesquelles vous allez atterrir tout à l'heure, il y a, c'est des extraits de l'ouvrage, il y a une explication de texte, un développement de cette formulation. Donc, par contre, voilà, ce qui risque d'être un petit peu frustrant, c'est que vous allez vous retrouver dans une salle de façon aléatoire et donc vous n'aurez pas la matière des trois autres sur le moment. Par contre, on va la partager par la suite, évidemment. On fera un PDF qu'on mettra sur le site des épisodes, des épisodes Sevenol. Oui, merci. Et du coup, peut-être pour vous aider, donc vous avez le diaporama dans une première version que j'ai reçue sur le site des épisodes Sevenol. Et avant que vous partiez en petit groupe, donc vous allez, je vais mettre des liens vers des pads, donc je pense que vous êtes maintenant habitués à les utiliser, les pads, donc qui vous permettent de prendre des notes de façon instantanée. Et en fait, on va vous mettre dans les salles et je vous dirai quel groupe vous êtes. Donc, on va essayer de pas. euh, voilà, il y aura donc quatre groupes. Donc, tu veux Quatre groupes. expliquer? Voilà, oui, je te laisse. Ouais, je vais expliquer. Et en fait, dans chaque salle, vous allez trouver ça. Voilà, une première préoccupation, se construire des modèles d'intelligibilité situés fonctionnels. Et ben, il y a un développement sur une page.
et puis l'ensemble des dilemmes qui sont associés à cette préoccupation. Et ça, pour chacune des préoccupations, pour chacune des pierres angulaires, vous aurez ça. Et donc, ce que j'attends de vous, ce que je pense qui pourrait être constructif, c'est que je l'ai ouvert je les retrouve plus. Ce que je pense qui pourrait être productif, c'est que dans un premier temps, vous preniez 5-6 minutes pour découvrir ces documents et qu'ensuite, vous répondiez à une question. Et la question, c'est la suivante. C'est qu'est-ce que je mets en œuvre, plus ou moins consciemment, qui facilite le déploiement du geste professionnel ou qui facilite le travail de l'élève dans la construction de cette pierre angulaire-là. Et donc, vous avez ça en tête, vous avez cette question en tête que vous allez trouver sur les consignes, elles sont sur le pad. Sur les pads, voilà. Vous avez cette question-là en tête, vous lisez les documents, et puis, d'une manière assez spontanée, sur le pad, à la suite des documents, ce que j'attends de vous, c'est que vous apportiez un témoignage en résonance avec la question, c'est-à-dire, ah oui, moi je... Ah, on a perdu Loïc. En plein élan. Bon, donc petite coupure. Donc il va revenir. Bon, désolé, voilà, les aléas du direct. En tout cas, on peut quand même partir en sous-groupe puisqu'on a toutes les instructions, nous sommes autonomes. Juste vous dire que c'est un travail de groupe, donc il y aura un premier temps individuel de réflexion, comme l'a dit Loïc, sur qu'est-ce que je mets en œuvre qui facilite le déploiement du geste professionnel. Donc le professionnel, vous avez compris que c'est votre élève, vos élèves. Donc déjà que chacun puisse réfléchir. Et puis ensuite, il y avait vraiment l'idée de mettre en commun, en groupe, ce que vous mettez collectivement. Et puis ensuite, suite à la lecture de votre groupe, là, de la feuille, du texte pour chaque groupe, comment les uns les autres, vous pouvez vous rentrer en résonance avec ce qui est écrit là et en quoi ça vous inspire, est-ce que vous avez envie d'apporter un témoignage. Et donc, vous pouvez aussi noter les questions que cela peut évoquer pour vous, parce que peut-être que ça va vous questionner aussi. Donc, notez les questions que vous partagez au sein du groupe et on vous proposera de faire une courte restitution par groupe des idées principales et des questions. Donc, vous allez avoir vraiment 25 minutes pour ça. Et il faudra juste être vigilant sur le temps. Moi, je peux sauter d'une salle à l'autre si jamais il y a des questions, voilà, je ferai le tour pour m'assurer que tout se passe bien. Et puis, on vous invite à être vigilant sur le temps, ou peut-être avoir quelqu'un qui serait gardienne du temps, et puis quelqu'un qui serait rapporteuse de l'atelier. Voilà. Est-ce qu'à ce stade, c'est clair? Et donc, vous verrez quand vous allez choisir, vous allez avoir un bouton pour aller dans une salle et la salle vous donnera le nom du groupe, en fait, si c'est le groupe 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Et s'il y a quoi que ce soit, quand vous êtes dans les salles, vous pouvez appeler à l'aide, mais de toute façon, je vais tourner et je vous invite à ouvrir les 4 pads si c'est possible, parce que une fois que vous êtes parti, des fois vous n'avez plus accès au grand chat. Donc prenez tous les pads et vous choisirez le vôtre par la suite. J'espère que je suis claire, mais sinon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. D'accord.
on viendra aider. Ça va du coup, Loïc, j'ai pris la relève comme on t'avait perdu. Ben oui, je suis allé me promener je ne sais où. Voilà. Et vous voyez les consignes sur l'affichage des consignes ou pas du tout? Et on le Oui, oui, voit. oui, oui, c'est bon. Ouais. Et en fait, la consigne 4, enfin le point 4, c'est laisser votre courriel. C'est parce que. Ouais, voilà, si vous avez envie. Ben, merci. Ok, merci. Alors du coup, je vais, si c'est bon pour tout le monde, alors du coup, je crois qu'on a perdu du monde qui s'est échappé tous les routes. Euh, en tout cas, je, je vais activer les salles et voilà, je vous invite à cliquer dessus et on vous ramènera en plénière, donc ne vous préoccupez pas de ça. Voilà. Donc, bon retour parmi nous dans les dimensions du numérique virtuel qui transporte Ouais. les corps et les âmes d'une salle à une autre. Ben oui, en tout cas, bravo et merci hein, Oran et Véro de gérer tout ça. Les allers, les retours, ça marche pas et tout, c'est du stress. Merci. Eh ben, c'est comme ça. Là, du coup, en tout cas, toutes les salles, tous les groupes n'ont pas fonctionné. Donc, il y a eu un premier groupe avec, donc je sais qu'il y avait Alice dedans et Christelle qui est ici, que je vois, et d'autres personnes encore. Et puis, il y a la salle 2 mais Cécile était toute seule parce que ses camarades n'avaient pas de micro fonctionnel. Et je pense que la salle 3 et la salle 4 n'ont pas fonctionné. Voilà, donc ce sera une restitution sur la base des deux premiers groupes, sachant que Cécile va restituer elle toute seule. Et puis, on vous donne la parole, du coup, dans ce que vous voulez partager avec nous pour le premier groupe, donc qui était centré sur la question de se construire des modèles d'intelligibilité situés et fonctionnels. À vous la parole, si vous voulez partager. Alors, autant vos réflexions, vos témoignages que peut-être des questions. Voilà. Je ne sais pas, Je sais je vous pas laisse. si Anne, Christelle, Armel, il y avait David, il y avait Amrak aussi. Et David, David, il est avec nous, mais comme il est en cours, il fait que écouter, mais il peut pas. Ah oui, c'est ça, c'est ce qu'on se disait. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent faire plusieurs choses à la fois, qui sont déjà dans l'ubiquité. On disait dans l'ubiquité cognitive. C'est David, je confirme, je veux pas, excusez-moi. Je suis. Bravo pour l'ubiquité. Ok, je te laisse du coup, Alice. Je ne sais pas qui c'est qui. Non, bah, je laisse ma parole plus aux collègues qui avaient des réactions. Bah, c'est Alors, bien, on n'a pas vraiment eu le temps d'échanger en fait. ah oui, c'était un peu court peut-être le temps. Ok. Après, pas de problème. Vous pouvez aller aussi dans votre spontanéité, dans ce que vous. En Oui, tout oui, cas, je vois carrément. que vous écrivez, donc il se passe des choses. En fait, le temps était trop court. Je vois que pour votre groupe, En fait, vous avez vraiment joué le jeu et le temps était trop court. Bon, bah, personnellement, moi, c'est le terme de construction personnelle qui m'intéresse vraiment parce qu'en fait, je fais faire des fiches de révision à la fin de chaque chapitre et je me dis qu'il faut vraiment que je passe du temps, aller les voir chacun un par un pour voir comment ils construisent et les aider à prendre du recul par rapport à ça. Oh, mais Donc, c'est oui. pour l'année prochaine. Oui, oui. Et en fait, par rapport à ça, il y a pas comment dire, de méthode. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être ergonome ou quoi que ce soit pour arriver à les aider. Le simple fait c'est pas magique, hein, mais le simple fait de leur demander de prendre du recul, de t'expliquer, en fait, Ouais. d'expliquer comment tu t'y prends, qu'est-ce qui est important pour toi au moment où tu fais une fiche, etc. Déjà, ça enclenche un mouvement de réflexivité qui est extra, quoi. Et plus on s'y prend tôt,
C'est-à-dire, je dirais presque à la maternelle. Non, il ne faut pas exagérer, mais plus on s'y prend tôt et mieux ils sont préparés, mieux ils sont entraînés. Oui, en fait, on travaille avec le CAREX et l'Éducation nationale ils travaillent sur l'égalité des chances et ils le font dès l'école primaire, hein. C'est intéressant. Mhm. Ouais. Ah ouais, c'est chouette. Chouette. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de votre groupe sur ce que je mets en œuvre ou comme Anne, ce que je vais mettre en œuvre, ce que j'ai envie de mettre en œuvre? Pas si Christelle qui était dans le groupe ou... Alors, bonsoir. Moi, je suis secrétaire dans un CFA. Donc, c'est vrai que je n'enseigne pas. Voilà. Mhm. Par contre, j'ai un fils, oui, de 18 ans et qui a des problèmes de mémorisation. Donc, ça me parle. Donc, Mhm. nous, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours de ramener au côté professionnel. Que, voilà, comment tu fais ça? Explique-moi, voilà, un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que le questionnement même avec les CAP, puisque je suis dans un CFA agricole, on ne sait pas si vraiment ils peuvent restituer ou est-ce qu'ils ont bien mémorisé, quoi, en fait. Hmm. Hmm. Ça, en fait. Hmm. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode, enfin, parce que chacun est différent par rapport pour l'apprentissage et Hmm. mémoriser, quoi, en fait. Hmm. Hmm. Oui, oui, Hmm. les stratégies de mémorisation, ça, c'est comment dire, un petit atelier qu'on faisait en stage de PNF pour montrer la diversité des stratégies avec un collègue, avec David. On faisait une liste de 20 mots assez compliqués de la biologie végétale. Il y avait du parenchyme, il y avait du cotylédone, etc. Hmm. Et puis, on les projetait pendant 3 minutes. Et on disait, voilà, au bout de 3 minutes, on va éteindre et on va vous demander de restituer. Et on avait mis 20 exprès de manière à ce que, bah, il y en avait qui en retenaient 14, donc ils avaient Mhm. 14 sur 20, etc. C'est bien. Et, et après, on demandait aux participants d'expliquer comment est-ce qu'ils étaient arrivés à cette performance, à cette efficacité. Et en fait, sur peut-être 12 ou 15 personnes, il y avait presque 12 ou 15 stratégies différentes. C'était super intéressant Mais ouais. de se rendre compte de ça. Hmm. Je- Euh, hmm. oui, vas-y, Oran. Non, c'était parce que je vois qu'il y a Am Arak qui a Oui, aussi Amarek. écrit, oui, pardon, de d'écorcher votre prénom ou votre C'est nom. pas grave, c'est pas grave. Pardon. En Oui, tout j'ai l'habitude. cas, oui, désolée. C'est pas grave. Alors, là, en tant que professeur de mathématiques, c'est-à-dire matière générale, et là où les élèves ont plus de lacunes et, euh, et- c'est pas facile en mathématiques, c'est pas facile de, de prendre la concentration de chaque élève. Donc, c'est très difficile. Mais j'ai trouvé une méthode efficace. Je me rapproche toujours des élèves. J'essaie à détester les difficultés de chaque élève, de les motiver par des QCM qui bah, gagnent les points, oui, mais à chaque fois, je fais le rappel de collège, etc. Donc, des exercices qui sont très faciles, des questions qui sont très Hmm. faciles, ludiques. Travail de groupe pour pour homogénéiser un petit peu le niveau. Et comme ça, tout le monde participe et chacun, c'est pas forcément qu'il y a des freins qui est nul. Donc, il a des compétences, donc il partage ses compétences avec les camarades. Donc, il fournit à la fin un travail qui est bien, on peut pas dire complet, Hmm. mais un travail qui est bien au niveau. Et Hmm. la modélisation, j'appuie plus sur la modélisation. La modélisation, je regarde toujours qu'est-ce qu'ils ont fait euh, pendant le stage, parce qu'ils sont très motivés pour la filière. Donc, je me rapproche du stage, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. À chaque fois, je cherche gauche et droite les situations. Je fais la modélisation. Parfois des débats, parfois des statistiques. Donc, je prends les choses de chaque élève, etc. Et les réactions. Donc, je m'excuse parce que j'ai
Je dis, mon fils à côté de moi, moi, je me perturbe un petit peu. J'arrive. Et je suis où? Eh oui, et parfois, même au début de l'année, si les élèves n'ont pas encore fait le stage, etc., je cherche l'objectif de la filière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je regarde le professeur principal donc pour m'expliquer un peu la filière, etc. Et du coup, je sors gauche et droite les situations professionnelles. Et toujours, je me rapproche des matières professionnelles, je me rapproche des difficultés des élèves et je cherche gauche et droite des solutions un peu fluides pour faciliter l'apprentissage. Bon, merci. Merci, merci Ouais. beaucoup, merci à vous. Merci. Mais ça, en vous écoutant, je me rends compte que en fait, vous allez taper un petit peu dans chacune des préoccupations. Je vois un gros paquet de votre effort qui est sur leur permettre de résoudre l'énigme de leur propre efficacité, leur donner les éléments qui permettent par le QCM par exemple, qui leur permettent de voir bah, s'ils ont bien compris comment, enfin, s'ils sont. Exactement. Je Et, me sens, oui, 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 parce que moi, je suis prof de maths, des matières scientifiques, parce que j'ai fait l'informatique et physique-chimie. C'est pas facile et à chaque fois, quand je parle avec les élèves, je me sens qu'il y a un frein, qu'il y a une barrière entre moi et les élèves. Et comme quoi, j'aime bien être proche des élèves et pour faire mon métier, pour être efficace, ben, je veux que au moins 60 vers 70% des élèves ont bien compris. Donc, toujours, ben, je refais des efforts et je fais le maximum pour que les élèves puissent comprendre quelque chose. Et ce que je dis toujours, donc la première leçon, si je fais la première leçon bien facile, bien claire, etc., donc je prends la concentration des élèves sont bien motivés, je les gagne pour toute l'année, presque. Merci, Et merci de merci. ce témoignage. Je ne sais pas si Madame CDI Vendôme, pardon, parce que du coup, on n'a pas votre nom et votre prénom, mais vous vouliez aussi témoigner. Enfin, je m'appelle Armel. Ah oui, Armel, pardon. Bonjour Armel. Bonjour. Non, moi, enfin, j'ai juste répondu par rapport au fait que je trouve que ça croise vraiment bien, en tout cas, la réforme du BTS, avec la notion de capacité. Enfin, je me retrouve bien, justement. Et nous, en doc, on insiste beaucoup sur la contextualisation pour ancrer ces savoirs qui sont justement pas forcément des savoirs professionnels auxquels aspirent les jeunes en premier et montrer cette transversalité. On est plus, nous, j'allais dire, sur éducation à la citoyenneté derrière. Et ouais, je trouve ça intéressant, en effet, d'être bien conscient, puis comme disait précédemment la collègue, de faire la transversalité avec les autres champs disciplinaires, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut prendre aussi du sens. Hein. Donc voilà, je présentais rapidement dans le PAD ce qu'on est amené à faire en doc, et je trouve que c'est intéressant, parce que une partie, j'allais dire, un peu classique. Et puis après, ben, avec tous les ingrédients, tous les matériels qu'ils ont collectés, à eux de produire quelque chose. Dans notre présentation, il y avait carte mentale. Bon, nous, c'est un petit peu différent, mais voilà, on est exactement dans la logique de ce qui est demandé voilà, sur le référentiel. Et ça, je trouve ça bien qu'on comprenne ces choses-là et qu'on ne soit pas que dans du descendant, ce qui est souvent le cas sur des matières un peu, on va dire, sciences humaines classiques, quoi. Voilà. Et oui, c'est l'apprendre à apprendre, quoi. C'est vraiment, Oui, il y c'est a ça, vraiment. c'est ça. Et puis montrer que l'école construit aussi le citoyen de demain et pas que le professionnel. Et ça me semble aussi important, parce que souvent les élèves, ils sont les premiers à faire cette dissociation entre voilà, les savoirs professionnels et puis les autres qui servent à quoi, en oubliant la dimension éducatrice de l'école au sens large du terme, quoi. Voilà. Et puis je m'excusais parce que je vais devoir partir sur le terrain avec mes étudiants ce soir. Et donc, c'est pour ça que je te sollicitais savoir si on pouvait avoir la suite. Oui, bien sûr. Voilà, Oui, oui, il y a aucun. On va mettre les fiches, on mettra la synthèse de vos échanges et les fiches, chaque fiche aussi. Voilà. Et donc, c'est avec les castors. Oui, voilà, on va aller voir. Bien. Armel, avant que tu ne partes, Ouais. Juste une réaction par rapport à ce que tu viens de dire, ce qu'a dit Anne Barak tout à l'heure. C'est
ce que vous racontez depuis tout à l'heure, c'est moi, ça fait 3 ans là que j'ai quitté l'enseignement agricole pour aller vers le sup, et je me rends compte de la richesse dans vos discours là, de, de- des- vous jonglez avec des concepts pédagogiques, éducatifs, que les enseignants du sup ne soupçonnent même pas. Et ah ouais, ça me fait énormément de bien de me replonger là-dedans, quoi. C'est waouh. Merci. Oui, oui, je pense que l'intérêt, en tout cas, enfin, c'est une conviction personnelle de l'enseignement agricole, c'est justement un peu cette dimension civilisatrice dans le sens très noble du terme, et pas Et que oui, hein. l'école pour l'école. Voilà, je pense Ah qu'il y ouais. a cette mission-là Les à cinq laquelle on est missions, très ouais. attaché, je pense. Hein. Voilà, qui fait le lien entre nous tous là. Ça fait du bien. Merci. Merci. Par contre, j'avais une petite question. Est-ce qu'éventuellement, il y a quelque chose à lire parler d'un bouquin tout à l'heure, mais Loïc, il a rédigé quelque chose? Il y a des choses... Oui, il y a un article. Il y a un article qui est déjà en ligne, que tu trouveras sur la petite vignette. Déjà, je l'ai mis en ligne. Et donc, et l'ouvrage, il va paraître quand, Loïc? Sans doute octobre ou novembre, mais on va étoffer un petit peu la bibliographie parce qu'il y a des articles. Là, l'article qui est en ligne, c'est un article de revue, donc bon, c'est pas casse-pied, mais pas loin. Mais sinon, il y a 2 articles dans les cahiers PEDA qui sont très, très accessibles et enfin, D'accord. plus fun. Super. Ok, bien. Merci. Merci, merci. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je ne sais pas si Cécile veut dire quelque chose aussi, qui s'est retrouvée toute seule tout à l'heure. Oui, pas le choix. Aller vite parce que moi, j'avais cultivé des formes d'ubiquité cognitive. Ok. Et ben, moi, j'ai appris ce que c'était que l'ubiquité cognitive. Donc voilà. Alors, il y avait une question. Qu'est-ce que je mets en œuvre, plus ou moins consciemment, qui facilite le déploiement du geste professionnel? D'après ce que j'ai compris, le geste professionnel ici, c'est être capable d'ubiquité cognitive. C'est ça, Je oui. me trompe ou pas? Non, C'est ça. c'est ça. Derrière ce mot-là, voilà, je n'avais pas compris. Alors, si c'est ça, qu'est-ce que je mets en place, moi, prof en lycée agricole? Ben, déjà, l'entrée et l'approche capacitaire, ça c'est clair. Ouais. Ça amène à la capacité, donc à s'y connaître et pas que connaître. Derrière le s'y connaître, il y a de la connaissance, certes, mais l'entrée, c'est s'y connaître. Je m'y connais en, et pas j'ai des connaissances. Mhm. Contextualiser la situation, mettre du sens, faire le lien avec la vraie vie. J'entendais le lien avec le monde professionnel. Nous, on a la chance, l'enseignement agricole, de faire ça. Appréhender ça sous différentes échelles, du paysage à la cellule, par exemple. Une question mieux problématisée et aussi avoir conscience, moi, en tant qu'enseignant, qu'il faut que je change de posture. Je ne suis plus dans le... Je garde mes oies dans le processus enseignant, on dirait. Mais il faut que j'ai conscientisé dans quel modèle pédagogique je suis, où je me situe, et le top et les limites du modèle dans lequel j'évolue. Et ça, moi, j'ai eu la chance, en 2010, de croiser des personnes, dont des didacticiens, des pédagogues, qui m'ont donné le triangle de Jean Housset, entre autres, qui m'a permis de voir dans quel modèle pédagogique j'étais et la posture de mes élèves en face. Et ça a été une révélation parce que quand on sait où on se situe, ben on sait où est-ce qu'on peut aller et on fait bouger les curseurs, quoi. Et j'ai j'ai eu aussi la chance d'avoir des outils didactiques et pédagogiques pour faire mes séances, mes séquences. Et ça, je pense que qu'est-ce que je m'enlève pour que faciliter le déploiement du geste professionnel du jeune? Ben, il faut déjà que moi, je sois au clair avec le cœur de mon métier qui est la pédagogie. Et cette année, ou même les années précédentes, utiliser ces outils-là pour les faire fonctionner avec les jeunes pour eux-mêmes. J'ai aimé qu'ils construisent leur intervention. Exemple, créer une animation auprès d'un jeune public. On parlait du castor. Euh, et ben, si on veut que ça aille un peu plus loin que oh, le castor, voilà, il ressemble à ça, il fait ça. Quand bien même on a un jeune public, ben, il y a quelques grilles de lecture qui lui permettront aux étudiants de faire quelque chose
plus pertinent pédagogiquement. Voilà. Moi, c'est les idées Mais, que j'avais toute seule dans mon coin, dans ma salle. oui, Bah, bravo. désolé que vous soyez retrouvés aussi isolés. Oui, Pas grave. c'est dommage. Bon, en tout cas, c'est capital ce que vous racontez là, hein, la question de l'ubiquité cognitive de l'enseignant. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un alignement, une congruence entre les gestes professionnels des uns et des autres. Il y a vraiment d'autant plus que quand on est enseignant, on projette ses idées de ce que les autres ont besoin et souvent on leur impose. Donc oui, c'est vraiment hyper important. Et ben, Ça évite l'essoufflement. Moi, j'ai beaucoup de collègues, pas forcément au lycée agricole, hein, à l'éducation nationale, qui sont vraiment en ce moment fatigués, essoufflés, épuisés. Et je me dis, maintenant, si on leur avait donné ces billes-là, ils seraient pas dans cet état-là aujourd'hui. Voilà. ouais, carrément. Et c'est les collègues de Fouesnant ou de la bergerie qui vous ont... Alors moi, j'ai été éduquée, mais j'ai été voir ailleurs aussi, j'ai été voir ce qui se passait au Canada et en Belgique aussi, à Ok. l'Université de Louvain. C'est Pouénan et c'est enseigné autrement. Voilà. Ouais, ouais. Hmm. Et Et là, c'est Bernadette. intéressant, et Mayen aussi à Dijon. Hmm. J'essaie de pas rester dans un seul modèle. Alors après, c'est quoi la didactique? À quoi ça sert? À quoi ça va me servir dans mon métier tous les jours? Euh, Quand on ne connaît pas, on me dit, moi, mais Cécile, tu planes, tu es dans tes modèles. Ben non, en fait, c'est hyper opérationnel tous les jours quand je construis mes séances. Mais encore faut-il avoir envie d'y toucher un petit peu, quoi. Et de voir ô combien ça apporte pour nous. Enfin, voilà, jusqu'à la fin de ma carrière, moi, je serais très contente d'en publier. Ouais, continuez à planer. Oui, Jusqu'à c'est bon. là, il est hyper opérationnel avec les élèves, Bah ouais. ça marche. Alors, pas tout le temps, Ouais. forcément, il y a de l'expérimentation, mais ça marche. Donc, c'est cool. Oui, puis en général, un aéronef, à partir du moment où il arrête de planer, c'est qu'il s'écrase, qu'il atterrit. Ah, voilà, c'est ça. Donc, Pas- Bon, bah, merci en tout cas pour ces partages. C'est très riche, on voit il y a vraiment des résonances. Du coup, il va nous manquer les deux autres groupes oui. sur se ménager les conditions d'un équilibre psychosocio-cognitif confortable et repérer, analyser les indices permettant de résoudre l'énigme de sa propre efficacité, le fameux. Et juste, moi, j'avais une question parce que c'est un peu la question basique, mais et toi, tu as des conseils à nous donner en tant que nous, enseignants, formateurs, pour accompagner ces quatre processus, comme, bah, voilà. Parce que moi, je veux bien, enfin, on réfléchit à ce qu'on fait déjà, mais est-ce que toi, tu as aussi des choses à partager avec nous là-dessus pour qu'on le fasse bien, correctement? Euh, j'ai qu'un espèce de conseil à donner, en fait, tous les étudiants avec lesquels j'ai travaillé, tous mes complices, tous ceux qui se sont ouverts à moi pour expliciter leur façon de faire, m'ont tous remercié à un moment ou à un autre de leur avoir donné le temps et l'espace de s'exprimer et de prendre quelque part cette hauteur et ce recul. C'est-à-dire que autant dans l'enseignement agricole, quand ils reviennent de stage ou quand on fait des entretiens d'explicitation avec eux sur les situations professionnelles qu'ils ont vécues en stage, on ne le fait jamais, alors surtout pas dans l'enseignement supérieur et très très peu dans l'éducation nationale, on ne le fait jamais sur leur boulot d'élève. Et donc il y a un truc que je retiens, ouais, c'est les remerciements pourtant spontanés, quoi. Ça sort pas de la bouche d'un adulte de 30-40 ans, quoi. C'est des petits jeunes qui, à un moment, ça leur fait tilt dans la tête. Ils se disent, mais putain, j'y avais jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé que je faisais ça comme ça.
Donc, je pense que c'est utile, mais voilà, Barak fait ça. Cécile, tu nous racontais que tu le faisais aussi. Je pense que Christelle, avec ton fils, c'est un petit peu la démarche aussi qui est menée. Euh, on, on ne, on ne perd jamais du temps lorsqu'on va solliciter l'intelligence des gens. C'est, et l'intelligence, c'est vraiment au sens large, quoi. C'est l'intelligence de la situation, y compris, quoi. C'est peut-être même avant tout. Et de la Voilà, valorisation, j'imagine qu'ils se sentent aussi en oui, valorisation par ton regard, mais en auto-valorisation de ce qui est fait. Et je me tais, mais en tout cas, il y a un grand plan autour des compétences psychosociales, mhm, voilà, en ce moment qui se déploie, en tout cas dans l'enseignement agricole, mais un peu partout. Et pour moi, finalement, ces quatre postures, ces quatre gestes, sont totalement en écho avec, enfin, en tout cas, ou devraient l'être, hein, si c'est pas le cas, mais avec moi, comment je conçois les compétences psychosociales. Et je pense que ça rejoint vraiment les compétences cognitives, les compétences sociales et émotionnelles qui oui, sont évoquées. Excusez-moi, je peux parler. Oui. Pour valoriser les compétences d'un élève, ben, j'ai des témoins depuis de 3 4 ans. Et cette année aussi, j'avais une élève qui vient me voir, me dit merci madame pour les appréciations que vous m'avez données pour le Parcoursup. Et là, je leur réponds pour un CCF. Et tu es la seule qui a répondu sur une question qui est un peu pas facile. Elle était vraiment choquée, surprise. Et du coup, mhm, là, à la fin de l'année, je la vois avec bon, elle est très motivée pour aller postuler infirmière, gendarme, quelque chose comme ça. Mais j'ai dit, c'est infirmière, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile pour toi. Elle me dit, non, non, rien ne m'empêche maintenant. Vous m'avez valorisé. C'est vraiment, c'est une autre ah, personne c'est que je cool vois à ça. côté de moi. C'est vraiment, c'est surprise pour moi. Et la PP, la prof principale, me dit oui, elle a totalement changé le comportement. Je vois avec les autres profs, elle avait un problème de comportement, insultes, des bagarres. Et à la fin de l'année, je vois cet élève comme ça, très motivé pour faire infirmière. Il avait un rendez-vous avec un service de gendarme, etc. Et, quand je vois Mhm, une élève avec moi comme ça, avec toutes les, comment on dit, elle a fait la confiance en soi, etc. C'est un changement radical. Valoriser les mhm. compétences des élèves, c'est vraiment ça, ça donne le résultat après. Et Mm. je m'excuse parce que Merci. à chaque fois, Merci, Ouais, merci beaucoup. merci de ce partage. Je sais pas, je vois qu'il est 17h58, alors je vais peut-être... Mhm. Ben, écoute, grand merci hein, pour l'organisation. Et ça a été chouette. Chouette Allez, échange à la fin, là, c'est super. merci à toi, vraiment, de, de nous partager ce travail qui éclaire encore d'une autre façon, effectivement, toutes nos interrogations d'ordre didactique, pédagogique, et j'allais dire CP, compétences psychosociales. Et, Psychosocial, ouais. voilà. Et, euh, et en plus, ce qui est aussi très valorisant, je pense, pour nous tous, c'est que finalement, c'est un peu une mise en abîme, c'est-à-dire que le fait d'être plongé avec toi dans ta recherche et de nous partager ce travail est aussi valorisant, je trouve, pour le travail mené par chacune d'entre nous auprès de ses enfants ou de ses élèves, puisque on est comme un peu des co-chercheurs avec toi et je trouve que ça a un peu aussi mis en valeur cette dimension-là. Donc un grand merci et je donne la parole à Véronique. Et oui, merci Aurane et un grand merci à Loïc pour cette réflexion hein, autour du travail des apprenants, du regard et de la posture des enseignants aussi, et pour ces riches échanges qu'on a pu avoir entre nous. Donc, nous vous remercions tous et toutes pour votre participation, et puis nous vous informons que le prochain épisode Sevenol se déroulera en septembre.
Et vous serez informé de sa thématique et de sa date très prochainement, donc sur le site habituel des épisodes Cévenol. Voilà, et puis il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous remercier encore pour votre participation.